Dans son itinéraire descriptif et historique de la Suisse, Adolphe Johann recommande aux voyageurs qui vont à Chamonix depuis le Valais de passer par le col de Balme lorsque le temps est beau. En revanche, s'ils partent de Chamonix, il leur suggère de prendre plutôt le chemin par Valorcine et la Tête-Noire. Il mentionne ces deux routes dans les éditions de son guide, et notamment dans celles de 1865 et 1866. Il ouvre sa description sur une liste de services et de prix qui constitue pour ceux qu'on nomme désormais les touristes leur premier contact avec la montagne. Johann fait aussi l'éloge d'un troisième chemin par Finhaut et Salvan qu'il trouve particulièrement intéressant. Les sites qu'il propose de visiter se situent au sud du lac Léman, entre la France et la Suisse actuelle, dans la région qui sépare le massif du Mont-Blanc de la vallée du Rhône. Voyez cette carte qui date de la fin du XVIIIe siècle. Elle indique avec précision les trois itinéraires. Notez qu'elle place le sud en haut et que nous devons la lire à l'envers de nos habitudes. Nous emprunterons successivement ces trois routes, décrites par tous les guides anciens, non pas telles qu'elles se présentent aujourd'hui, mais telles qu'elles étaient parcourues par les voyageurs d'autrefois. Mettons-nous pas dans les pas des voyageurs d'autrefois. Tentons de voir le monde avec leurs yeux, en parcourant d'abord le chemin du col de Balme. Martigny est représenté ici entouré des granges qui occupaient les champs à la fin du XVIIIe siècle, avec la ruine du château de la Battia campée sur son rocher. La ville était un carrefour qui commandait à la fois la route du Valais, celle du Grand Saint-Bernard qui conduisait en Italie, et la route de Chamonix que nous allons emprunter. Cette image de James Coburn, lumineuse et patinée, montre, au-delà de la Drance et du château, le vallon de la Combe et dans le lointain le contour des hautes montagnes perdues dans les nuées, comme des divinités inaccessibles. Au début du XIXe siècle, le chemin se fait à pied ou à dos de mulet. Il grimpe d'abord parmi les vignobles, traverse des vergers où abondent les noyers et les châtaigniers, avant d'arriver dans les pâturages à l'approche du col de la Forclaz. Les voyageurs font halte ici. Ils contemplent derrière eux la vallée du Rhône entourée de sa double chaîne de montagnes. On distingue les villages placés sur des éminences, surmontés parfois d'une tour médiévale. La plaine semble désertée. Le fleuve, qui déborde souvent de son cours, forme un lit secondaire et se répand en méandres et en marécages. Mais la route est longue jusqu'à Chamonix. Les guides indiquent 9 à 10 heures de marche. Il faut poursuivre, passer le col, descendre par un mauvais chemin dans la haute vallée du Trian, qui sort du glacier du même nom sur la gauche. Il faut remonter en face les pentes raides du col de Balme. On passe par le chalet des herbagères, construit sur un type semblable dans toute une partie des Alpes. Les pâtres y passent l'été à garder les bestiaux et à faire des fromages, accompagnés parfois de leur famille. Les voyageurs s'enthousiasment pour cette existence qu'ils imaginent unie, paisible, vertueuse, et dont ils louent le caractère archaïque et proche de la nature. Mais certains autres, au contraire, en soulignent les caractères frustes et monotones. Voici le col de Balme et son panorama grandiose. John Murray, dès la première édition de son Handbook for Travelers in Switzerland, le présente comme « a most glorious view, a magnificent scene ». Alexandre Dumas, qui fait le voyage à la même époque, raconte qu'il reste anéanti dans la contemplation de ce tableau. Moins prolixe, moins métaphorique que l'auteur des Trois Mousquetaires, les guides sont soucieux de précision topographique. Ils détaillent les noms des sommets en un vaste tour d'horizon, le Brévent, les Aiguilles Rouges, le Buet, et du côté du nord et de l'est, toute la chaîne entre les Diablerets et la Fourcade. Dumas, lui, écrit « À l'horizon, dominant pics et aiguilles, couché comme un ours blanc sur les glaçons d'une mer polaire, le roi des montagnes de l'Europe, le Mont Blanc, cette dernière marche de l'escalier à l'aide duquel l'homme se rapproche du ciel. » Aujourd'hui, le randonneur doit retrouver par l'imagination les impressions qui saisissaient les voyageurs, tant les glaciers se sont retirés et tant se sont multipliées les remontées mécaniques et les résidences secondaires. Autrefois, le chemin qui conduit vers Chamonix en suivant le cours de l'Arve côtoyait les glaciers qui descendaient jusqu'aux champs cultivés. Voici qu'on aperçoit le village de Chamonix avec l'église du prieuré. Le soir tombe lorsque le voyageur y parvient, lourd de la fatigue du chemin et des émotions accumulées. Connu de tous,
L'église du prieuré est représentée dans cette image de Samuel Biermann lors de la grande procession de la fête de l'Assomption. Le regard s'élève vers le ciel rempli des nuées d'un orage d'été qui compose avec les pics une scénographie dramatique. Pour le retour, prenons le chemin par Valorcine et la Tête-Noire. Le départ de Chamonix se fait dans la gloire d'un soleil levant. Dans les images naïves de Seymour, on revoit le glacier d'Argentière qui semble menacer le hameau. Si l'on voyage un dimanche, on croise des paysannes en costume qui se rendent au village pour la messe. La route où Cockburn aperçoit « the most sublime, various and fantastic forms » n'est pas celle des grands panoramas, mais celle des gorges et des précipices. Le voyageur romantique y reconnaît le miroir de son âme inquiète et passionnée. Sur le territoire du Valais, le chemin devient âpre et sauvage, dangereux en cas d'orage. Il passe sous le rocher de la Barme Rousse, disposé comme un auvent sous lequel les voyageurs pouvaient trouver un abri, et qu'une lady anglaise avait voulu acheter dans un mouvement d'admiration éperdue. Sur une image de Johann plus récente, on voit que le chemin a été élargi et qu'un hôtel a été construit pour accueillir des voyageurs toujours plus nombreux. Le sentier longeait le bord du torrent, avant de remonter par des marches taillées dans le roc, souvent glissantes, dans un passage nommé le Mappa, le mauvais pas. Dans les années 1830, une galerie fut creusée dans le rocher pour faciliter ce passage. C'est la galerie de la Tête-Noire, étroite et rude, qu'on peut encore traverser aujourd'hui. Au passage de la Tête-Noire se présente une vue extraordinaire. Le regard est happé par la violence du paysage, entraînant le voyageur romantique dans une expérience qu'il recherchait et qui exerçait sur lui une attirance à la fois maléfique et religieuse, comme l'intuition d'un monde infernal. Si la plupart des dessinateurs ont été fascinés par de tels sites, William Bartlett est l'imagier le plus admirable de cette représentation de l'abîme. Dans ses gravures de gouffres et de falaises qui transforment les Alpes en un monde gothique et fantastique aux éclairages contrastés, aux élévations exaltantes et effrayantes, aux sombres profondeurs. Dans sa description de la haute vallée du Trian, Théophile Gautier témoigne des émotions ressenties dans ce paysage typique. De l'autre côté du gouffre hérissé de sapins et de roches où coule l'eau noire avec une rapidité convulsive, dans une ombre où ne descend jamais un rayon de soleil, s'élève une montagne d'un aspect sauvage, formidable et désolé. À travers les trous des nuages qui se déchiraient à ses aspérités, on entrevoyait ces parois abruptes plaquées de taches d'un vert sombre, ravinées par le passage des torrents et des avalanches, percées par les pointes des rochers. Tout ce site, estompé à demi par les vapeurs que le vent promenait de cime en cime, est d'un caractère sérieux, grandiose, et fait à souhait pour un peintre de paysage romantique. Le voyageur éprouve ces mêmes sensations en visitant les gorges du Trian, à l'endroit où la rivière débouche dans la plaine du Rhône, près de Martigny. Le torrent a creusé profondément la masse rocheuse sédimentaire pour atteindre le niveau du bassin du Rhône où il va se jeter. Après les années 1850, on construisit une galerie de bois suspendue au bas de la paroi. Il fallait payer 1 franc pour franchir le portillon et se donner des frissons en avançant dans le fond de la gorge, au bas d'une double et haute muraille ne laissant voir qu'une mince bande de ciel, cependant que le torrent mugit, bouillonne et se cabre dans le creux sombre de son lit. L'industrie du tourisme avait commencé son œuvre ambiguë, monnayant la sauvagerie comme un spectacle de foire. Après ces grandes orchestrations, revenons au chemin recommandé par Johann aux marcheurs aguerris, qui passe par les villages de Finhaut et Salvan. Il était connu depuis toujours, bien qu'il n'ait guère été fréquenté par les voyageurs avant 1850. Durant le dernier tiers du XIXe siècle, la route rendue carrossable devint le vecteur d'un important développement touristique. De nouveaux modes de voyager se développent alors dans les Alpes. Les hôtels se multiplient, les stations se créent, les établissements de cure et de thérapie climatique prospèrent. Le goût des séjours prolongés domine chez les touristes aisés, souvent anglais. Le nouveau phénomène européen de la villégiature s'est emparé de la montagne comme il l'avait fait des bords de mer.
Au début du XXe siècle, il tire parti du développement du chemin de fer. Des lignes sont construites partout, à la conquête des vallées et des pentes. Ainsi, la ligne Martigny-Châtelard, ouverte en 1906, est prolongée ensuite jusqu'à Chamonix. La grande période des livres de voyage illustrés est désormais passée. Il faut aller chercher des images nouvelles, produites pour d'autres publics sur d'autres supports. La photographie et l'affiche touristique prennent le relais des anciennes illustrations. Les affiches font connaître la vallée du Trian en même temps qu'elles célèbrent le nouveau mode de déplacement. Une autre imagerie se développe qui vante et qui cherche à vendre le soleil, la lumière, les enchantements de la couleur, la liberté du grand air. Le goût des vastes panoramas et du sublime fantastique s'en est allé. Une vision quasi méditerranéenne des Alpes est diffusée à travers les messages simples et frappants de l'affiche, qui doivent s'imposer dans la rue et les lieux publics pour des foules qui passent, et non plus auprès d'un lecteur solitaire plongé dans la rêverie apportée par les images de son livre. Aujourd'hui, ces images elles-mêmes sont devenues désuètes. D'autres enjeux sont apparus, des inquiétudes se font jour. Que vont devenir les villages que leurs habitants ont quittés, les chemins que les hommes et les bêtes ne parcourent plus? Comment associer encore l'étranger et le passant à la beauté silencieuse du monde? Comme beaucoup d'autres régions des Alpes, la vallée du Trian se cherche de nouvelles images, des valorisations durables et apaisées.